Nous allons terminer cette session à deux voix successives. Donc Jean-François Simonin, que vous avez entendu, pour ceux qui étaient venus. Jean-François est docteur en philosophie et il est conseiller en entreprise, en stratégie. Et puis, c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal. Il a écrit quelques livres. Oui, alors quelques livres. Sur l'anthropocène, Oui, sur l'anthropocène, sur les questions d'innovation technologique, sur le numérique, sur le néolibéralisme et les illusions de destruction créatrice, et voilà, pas mal de choses sur l'anticipation. Merci. Puis tant que j'y suis, alors Martin Pochon prendra la suite de Jean-François, donc tout le monde connaît Martin, qui a travaillé dans le monde de l'enseignement, qui a dirigé des écoles de production et qui est formateur au Centre d'études pédagogiques initiales. Même plus. Je suis passé plutôt théologie biblique. Oui, théologie biblique. Alors maintenant, donc, je signale son dernier ouvrage, La lettre aux Hébreux à la lumière des évangiles, qui est assez, bon, ça vaut la peine. Tu peux te contenter de l'introduction et de la conclusion. Hein, Absolument. Avec ça. Bon, je vais rajouter un petit mot quand même, parce que sa mission intertoulousaine a débuté en 2012. Et depuis 8 ans, il partage son temps dans l'écriture, l'animation et le reste. Et d'abord à la paroisse du Saint-Esprit, qui est la paroisse comme dit. Alors, Martin part en parenthèse pour ouvrir des chemins ignatiens, c'est ça? En pays nantais. Un grand merci à Martin. Avant de partir avec Jean-François, là, vous avez une charge, c'est de nous donner les raisons d'espérer aujourd'hui dans une métamorphose. Laquelle, j'espère qu'on va pouvoir le découvrir. Merci. Alors, on a prévu de parler une demi-heure chacun, et il n'y aura pas trop de questions entre les deux, elles seront plutôt regroupées après. Autant mercredi, je maîtrisais bien mon propos, parce que ça doit faire 20 fois que je présentais ça, autant là, cette fois-ci, je reste debout, prêt à me sauver, parce que c'est la première fois que je vais formuler comme ça ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, parce que je suis en plein en train de terminer un livre, et j'ai du mal à mettre le point final, parce que on met à la poubelle, on recommence, voilà, parce que je vais essayer, je ne savais pas que suite à l'exposé de monsieur Revol, j'allais être dans la même continuité, comme ça, donc ça tombe finalement très bien, heureusement, parce que le sujet est difficile, et donc je vais essayer de vous dire, le titre c'est la métamorphose, métamorphose au collapse, je vais plutôt parler de cristallisation plutôt que de métamorphose, dans un vocabulaire plus proche de Norbert Elias que de Teilhard de Chardin, mais ça fait rien, je pense qu'on est très proche. Et je vais essayer de vous expliquer comment, à mon sens, cette cristallisation, cette métamorphose, ça consisterait à passer d'une foi dans le progrès à une stratégie de l'espérance. Il me semble qu'aujourd'hui, on est tous baignés dans une foi irréfléchie dans le progrès, et qu'il s'agit de mettre en place plutôt une stratégie de l'espérance. C'est assez laïque, c'est très très laïque, tout ce dont je vais vous parler. Je laisserai Martin corriger un petit peu tout et ajouter la touche de spiritualité qui manque dans ce que je fais, mais chacun son métier, si vous voulez. Voilà, je vais essayer de... Et vous vous souvenez tout ce qu'on a dit sur l'Anthropocène avec Xavier de Benazet, avec mon exposé et d'autres. Je pars de ce principe-là, je pars de tous les catastrophistes dont a parlé M. Revol, que je prends très très au sérieux, tous ceux que vous avez cités, Ellul, Illich, Dupuis, Servigne, Chapelle, tous, Yves Cochet. Je prends un petit peu tous leurs travaux au sérieux, mais je ne vire pas dans le survivalisme vers lequel ils invitent souvent, et j'essaye justement de réfléchir à ce que j'appelle une stratégie de l'espérance. Pourtant, je prends très très au sérieux la question de l'Anthropocène. Je pense que c'est je pense maintenant que vous avez tous compris ce que c'est vraiment une situation tout à fait nouvelle et franchement extrêmement problématique. Très très problématique, Comme je vous le disais, je ne vais pas recommencer l'exposé de mercredi. Pour synthétiser les choses, on pourrait dire qu'il suffit qu'on ne fasse rien de spécial, il suffit qu'on continue à vivre comme on vit aujourd'hui pour que les conditions matérielles d'existence de la vie sur Terre soient remises en cause à très très brève échéance. Je vous renvoie à tout ce que tout le monde a pu dire là, je prends tout ça très au sérieux, et la vraie question pour moi elle est de comment peut-on être lucide et rester constructif. C'est vraiment ça le sujet, comment être lucide, ne pas être dans le déni, ne pas se dire bon allez j'assiste à une conférence sur l'Anthropocène et je vais vite boire une bière et puis on recommencera demain comme ça. Et comment faire
Et je vous disais aussi qu'il y avait quand même quelques peut-être bonnes nouvelles, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça. L'Anthropocène, par l'effort de lucidité qu'il nous impose, il délivre quand même, je ne sais pas si ce sont des bonnes nouvelles, mais je clôturerai mon exposé mercredi en vous disant qu'il y a 3 choses sur lesquelles quand même on peut peut-être essayer de reconstruire quelque chose. Tout d'abord, l'Anthropocène nous apprend que c'est l'homme tout seul, sans rien d'autre, peut-être avec le capitalisme, peut-être avec autre chose, qui a rendu cette situation si compliquée. Ce n'est pas un diable, ce n'est pas un malin génie, ce n'est pas une météorite, ce n'est pas un virus, c'est l'homme lui-même, et avec ses actions inadaptées dans la biosphère, qu'il a rendu la situation si difficile. Première chose, et je veux vous dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ce que l'homme fait, a priori, il pourrait le défaire ou le refaire autrement. Deuxième chose, quand on dit que l'action de l'homme aujourd'hui à 8 milliards d'individus sur Terre avec son industrie et sa logistique énorme perturbe les conditions de vie sur Terre, eh bien on voit aussi qu'il perturbe les conditions d'existence des espèces les plus évoluées qui sont au sommet des chaînes trophiques. Mais l'homme ne fera jamais rien contre les bactéries et les virus, vous pouvez y aller, vous pouvez faire sauter tout ce que vous voulez. Et de ce point de vue-là, l'Anthropocène apprend aussi que, quand on regarde un petit peu de très haut, peut-être de la position de Dieu, quand on voit toutes les autres planètes et quand on voit la Terre, il y a quand même sur Terre le phénomène de la vie, qui est quand même incroyablement solide, incroyablement fort, incroyablement, là je rejoindrai presque Taillard si vous voulez, et c'est quand même quelque chose ça, c'est quelque chose. Alors, le fil conducteur entre cette puissance et les conditions de vie humaine, ça reste à travailler, à réfléchir, on va essayer d'y réfléchir tout à l'heure, mais ça reste quand même quelque chose. On découvre en même temps que l'Anthropocène que la Terre est tout à fait originale dans le cosmos et que le phénomène de la vie, cette capacité d'entrer en résonance entre des éléments chimiques de la Terre avec le Soleil et à produire quelque chose comme la vie, c'est quand même quelque chose sur lequel on va peut-être pouvoir imaginer un nouveau projet de civilisation. Et la troisième idée aussi, troisième bonne nouvelle dans un sens, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, l'Anthropocène nous rend intelligents. La lucidité imposée par la situation anthropocène nous oblige à avoir un regard synthétique comme aucune science dans la pensée occidentale ne nous a jamais habitués à le faire. Peut-être les religions l'ont fait, mais aucune science, ni la cosmologie, ni la physique, ni la chimie, ni la biologie, ni rien du tout. Comme le disait Paul Valéry, toutes les sciences, la rationalité occidentale a consisté, ça a été sa force par rapport à d'autres civilisations, à spéculer sur l'isolement des phénomènes. C'est ça qui lui a donné sa force terriblement importante et opérationnelle en termes d'impact sur la vie sur Terre, mais c'est aussi, on le voit aujourd'hui, son extrême faiblesse. Et donc ce qu'on voit en même temps, c'est que l'Anthropocène impose la mise en place d'une nouvelle réflexion à cheval entre les sciences et les religions ou je ne sais quoi, une science de la synthèse qui n'existe pas, une pensée de la synthèse qu'il va falloir structurer, organiser et qui pourrait être aussi le socle d'une nouvelle capacité des civilisations, des peuples à mettre en place de nouvelles échelles de valeurs, une nouvelle rationalité. Je sais que c'est faible, c'est fragile, ces 3 éléments-là, le vivant, la synthèse, le fait que c'est l'homme qui est responsable, c'est fragile, mais j'ai rien trouvé d'autre. Si vous avez de meilleures idées, n'hésitez pas à prendre le micro. Et quand même, il n'est peut-être pas impossible de faire quelque chose avec ça. Mais ce n'est pas facile du tout. Pourquoi ? Parce qu'en plus de nous rendre compte de la situation très fragile dans laquelle on est aussi passé dans un régime un petit peu post-vérité. Vous voyez bien que les outils classiques dont on se sert habituellement pour résoudre nos problèmes quotidiens ne sont pas valables pour résoudre la question de l'Anthropocène. On est dans un système post-vérité. On pourrait même dire, je crois que je le disais mercredi, que ce que la civilisation occidentale a appelé vérité n'a rien à voir avec le vrai, le faux, le bien-être. On a appelé vérité ce qui maximisait la capacité de domination de l'espèce humaine sur le reste de la biosphère. Et c'est quand même problématique. C'est pas avec cette notion de vérité-là qu'on va reconstruire quelque chose, premièrement. On est aussi dans un monde qui est, on pourrait le dire, post-politique. Post-politique. Il y a 8 milliards d'individus sur Terre. À qui voulez-vous faire croire que liberté, égalité, fraternité sont accessibles à tout le monde et que tout le monde pourra avoir une voiture et manger comme en occidental? C'est absolument faux. C'est une erreur, c'est un mensonge.
Donc, pour 5 ou 6 milliards d'individus, ce qu'on a appelé humanisme est un mensonge. C'est un grave mensonge qui n'est plus atteignable. Donc, il va falloir le reconnaître, en parler. Je ne sais pas quelle solution lui trouver, mais voilà. Et on est arrivé aussi dans un domaine, depuis quelques petites décennies, on pourrait dire post-juridique. On voit que l'argent et la force, et le militaire est en train de reprendre la main sur le droit. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je passe. Hein. Voilà. Alors tout ça, donc, pour trouver la capacité de métamorphose ou de cristallisation, comme je vais vous le dire, ça pose des questions quand même vertigineuses. Par exemple, on pourrait se dire que la rationalité occidentale a fait des erreurs stratégiques incroyables. Le fait de mettre, alors là, je sais à qui je parle aujourd'hui, vous pourriez ne pas être d'accord, on en discutera demain, tout à l'heure, je veux dire. Le fait de mettre l'homme au centre des échelles de valeur est une erreur fondamentale, complètement fondamentale. Hein. Je ne sais plus exactement ce qu'a dit la Genèse à ce sujet, mais Protagoras, l'homme mesure de toutes choses, tu domineras la nature, Descartes, vous voyez, c'est une erreur fondamentale, on le voit aujourd'hui. Ça conduit à scier la branche sur laquelle on est assise. Ensuite, le temps. L'espèce humaine, la rationalité occidentale, s'est mise à penser qu'elle avait l'infini des ressources et du temps à sa disposition. Elle a fait de l'infini le point de départ de ses stratégies. C'est une erreur complète. Il faut faire de cet infini, de la sauvegarde de cet infini, le point d'arrivée des stratégies, non pas le point de départ. Donc on est dans ce que Günther Anders a appelé le délai. C'est terminé. D'accord ? On est au bord de l'effondrement, nous n'avons plus qu'un délai avant cet effondrement, ou ces effondrements, ou ces catastrophes. Et je crois qu'on aurait peut-être intérêt à intégrer cette question de délai pour essayer de reconstruire de l'infini dans ce délai. Faire comme les autres civilisations le faisaient avant la civilisation occidentale, ne plus penser que à la naissance, on a l'infini des ressources et l'infini du temps pour organiser sa vie et le vivre ensemble. Non, on est dans un délai, on est devenu tellement puissant qu'on peut faire tout casser rapidement. Il vaut mieux l'intégrer, le comprendre et faire avec plutôt que le dénier. Ensuite, on le disait aussi, on voit bien que si on veut éviter des totalitarismes, si on veut éviter on va dire des désastres, nous avons le besoin de faire en sorte de trouver des modèles de civilisation attractifs, alternatifs, attractifs. Donc si le néolibéralisme est en train de nous suicider, ce n'est pas en lui mettant des barrières, ce n'est pas en se réfugiant derrière des frontières, ce n'est pas avec des replis identitaires qu'on arrivera à trouver la solution, c'est en trouvant un style de vie plus attractif que le néolibéralisme. Il va falloir que vous trouviez quelque chose à faire de mieux que ce que vous faites aujourd'hui, et une façon d'organiser le vivre ensemble qui soit plus attractive que la consommation, tout simplement. Donc ça va nécessiter des arts, notamment, peut-être des sciences, mais des arts, des artistes, des intellectuels, des capacités d'imaginer des façons de vivre tout à fait nouvelles. Voilà, donc vous voyez, le problème est important, mais il n'est pas désespéré. En termes de longueur d'onde, j'ai envie de vous citer un morceau d'article d'Edgar Morin, puisque aujourd'hui c'était Edgar Morin. La manifestation voilà. rigide. Voilà. Donc je suis allé rechercher... comme je vous le disais, l'idée c'est d'être constructif tout en étant lucide. Il me semble que Morin l'est dans son style. Et je voudrais vous citer un petit morceau d'un article du Monde du 9 janvier 2010 que vous pourrez aller chercher sur Internet parce que je vais vous en lire une dizaine de lignes, mais tout l'article est super bien, il est vraiment super bien. Je vous en fais de la lecture parce que ça explique la longueur d'onde sur laquelle on peut essayer de continuer à réfléchir tout en étant lucide. Voilà. Le titre c'était « Pour éviter la désintégration du système Terre, il faut d'urgence changer nos modes de pensée et de vie ». C'était le titre de l'article de Morin. Je vous en cite des petits morceaux. Le probable est la désintégration. L'improbable, mais possible, est la métamorphose. Qu'est-ce qu'une métamorphose ? Nous en voyons d'innombrables exemples dans le règne animal. La chenille qui s'enferme dans une chrysalide commence alors un processus à la fois d'autodestruction et d'autoreconstruction, selon une organisation et une forme de papillon, autre que la chenille, tout en demeurant la même. La naissance de la vie peut être conçue comme la métamorphose d'une organisation physico-chimique qui, arrivée à un point de saturation,
a créé la méta-organisation vivante, laquelle, tout en comportant les mêmes constituants physico-chimiques, a produit les qualités nouvelles. Et là, vous allez comprendre pourquoi je cite cet article. La formation des sociétés historiques au Moyen-Orient, en Inde, en Chine, au Mexique, au Pérou, constitue une métamorphose à partir d'un agrégat de sociétés archaïques de chasseurs-cueilleurs qui a produit les villes, les États, les classes sociales, la spécialisation du travail, les grandes religions, l'architecture, les arts, la littérature, la philosophie. La science moderne s'est formée à partir de quelques esprits déviants dispersés. Galilée, Bacon, Descartes, puis créa ses réseaux et ses associations, s'introduisit dans les universités au XIXe siècle, puis au XXe siècle, dans les économies et les États, pour devenir l'un des 4 puissants moteurs du vaisseau spatial Terre. Le socialisme est né dans quelques esprits autodidactes et marginalisés au XIXe siècle, pour devenir une formidable force historique au XXe siècle. Aujourd'hui, tout est à repenser, tout est à recommencer. Tout, en fait, a déjà recommencé, sans qu'on le sache. Nous en sommes au stade des commencements, modestes, invisibles, marginaux, dispersés. Car il existe déjà, sur tous les continents, un bouillonnement créatif, une multitude d'initiatives locales dans le sens de la régénération économique, ou sociale, ou politique, ou cognitive, ou éducationnelle, ou éthique, ou de la réforme de la vie. Vous voyez cette longueur d'onde-là? Je pense que c'est la bonne longueur d'onde pour être à la fois lucide et essayer de capter tout ce qui peut servir à faire un nouveau projet de civilisation. Parce que c'est ça, je crois, qu'on peut essayer de faire. C'est que chacun travaille à la cristallisation d'un nouveau processus de civilisation. Je ne vois pas les choses comme Teilhard, je les vois plutôt comme Norbert Elias et son processus de civilisation. Il y a processus de civilisation, il y a progrès par intégration, par autocontrainte de l'humanité, de certaines formes de vie, de certaines règles de vie. Et je voudrais vous faire réfléchir au fait que la naissance de l'agriculture, l'écriture, les monothéismes, ainsi que le progrès ont représenté à l'échelle de l'histoire ces formes de cristallisation dont je voudrais vous parler. Et je vais essayer de vous mettre un coup de projecteur sur ce qui s'est passé aux Lumières avec la notion de progrès. Il s'est passé là un changement radical de civilisation. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est peut-être ce type de cristallisation qui pourrait nous faire comprendre comment on peut-être retrouver un nouveau projet de civilisation au XXIe siècle, à l'ère de l'Anthropocène. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1760 et 1790? Il s'est passé que plusieurs aspirations humaines ont fusionné, cristallisé dans un nouveau projet de civilisation qu'on a appelé le progrès, et qui a constitué à ne plus regarder la vie comme devant être le respect des traditions, mais comme pouvant être attiré, guidé par la réalisation d'utopie ou d'idéologie ou de projets, tout simplement. Projets. Quelles sont ces aspirations humaines qui ont été cristallisées par les philosophes des Lumières dans cette période incroyablement révolutionnaire, qui aboutit à des révolutions d'ailleurs? Eh bien, c'est 3 aspirations qui sont toujours un peu les mêmes aujourd'hui, mais qui sont devenues malades, qui sont sclérosées. Je vais vous expliquer ma façon de voir les choses tout à l'heure à ce sujet. Première aspiration, qui était née, toutes les 3 d'ailleurs, depuis la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, c'est la naissance de l'idée que le savoir est un pouvoir, qu'il est partageable, qu'il est accessible à tous les hommes, et que donc il s'agit de sortir de l'ignorance, et qu'en devenant sachant, on comprend un peu mieux la façon dont fonctionne le monde qui nous entoure, et on comprend un peu mieux la façon dont nos technologies et dont nos savoirs vont pouvoir nous aider pour améliorer nos conditions. D'accord? Le savoir, finalement, est un pouvoir. Cette idée est née à la sortie du Moyen-Âge, elle a commencé à prendre forme tout au long de la Renaissance jusqu'à, on va le voir, cristalliser comment tout à l'heure, avec 2 autres aspirations. Seconde aspiration, l'aspiration à la richesse matérielle, à l'abondance. On sortait de périodes de guerre. On commence à avoir l'industrie, l'économie industrielle qui propose, qui met sur le marché des produits en grande quantité et qui font en sorte que la richesse matérielle devient plus facilement accessible à de nombreuses personnes. C'est la naissance de l'économie industrielle et de l'idée qu'il est possible, en s'organisant, grâce à la technique, grâce peut-être au marché,
il est possible d'aller vers des sociétés d'abondance matérielle. Ça reste une aspiration aujourd'hui, on en voit les limites, je vais revenir dessus. Troisième aspiration qui est cristallisée dans ce qu'on va appeler le progrès tout à l'heure, c'est l'aspiration à la dignité humaine. On sortait d'une période de guerre où la grande majorité des hommes, 99% des humains, n'étaient pas des sujets, ils étaient des objets. Ou alors, ils n'étaient pas des personnes, ils étaient sujets d'un dieu, ou d'un seigneur, ou d'un voisin, ou d'un marchand, mais ils n'avaient pas accès à la dignité humaine. Et est née, à la fin du Moyen-Âge aussi, cette idée, cette aspiration humaine à la dignité, à la reconnaissance de la personne, à la reconnaissance de l'autonomie individuelle, à la reconnaissance de droits juridiques pour les personnes. D'accord ? Et cette association de ces trois aspirations, c'est ma façon de voir les choses, c'est naturellement fragile, hein, bien sûr. Cette fusion, cette cristallisation de ces trois aspirations dans les débats, les controverses, les révolutions, les guerres, entre 1760 et 1790, ont fait en sorte qu'il y a eu un retournement de la pensée, retournement partout en Occident de la pensée, qui s'est trouvé aspiré par le futur. C'est le futur, à partir de ce moment-là, qui est devenu capable de construire d'organiser la vie sur Terre. Et cette idée de progrès, qui n'existait pas du tout avant 1760, est devenue la règle d'or de l'organisation de toute la pensée, les politiques, les entreprises, des civilisations, au moins en Occident. Parce que maintenant, relevons la tête un tout petit peu, pourquoi j'en parle comme ça. Relevons la tête, oublions un tout petit peu le progrès. Quand je prends ma casquette d'historien, je ne suis pas historien, mais quand je fais mine d'être historien, et que je me dis quelles ont été les grandes conceptions de l'avenir tout au long de l'humanité, il y a dû en avoir énormément. Mais il y en a quatre qui me viennent à l'esprit. 4. Voilà. Tout d'abord, le futur n'existe pas. Depuis le paléolithique jusqu'à la naissance de l'agriculture ou des monothéismes, le futur n'existe pas. D'ailleurs, dans les langues anciennes, encore chez les peuples premiers aujourd'hui, le futur n'existe pas. Le futur, on parle au présent, quelques langues au passé, mais le futur n'existe même pas. On vit au rythme des saisons, c'est l'éternel retour. La notion de futur, de s'organiser en vue d'améliorer les conditions d'existence, n'existe même pas. D'accord ? Cette idée-là est née avec la naissance des monothéismes, avec un Dieu créateur, qui vous promet un salut, avec la notion de promesse, est née cette idée qu'il y avait un futur, qu'on est dans un instant, que le temps passe, mais ce futur, à l'époque, jusqu'à la Renaissance, jusque même aux Lumières, est vécu comme une fatalité. Ce futur, c'est le futur d'un créateur, d'un Dieu, disons, d'accord ? Et tout ce que je peux faire, c'est éviter qu'il ne me soit fatal. Je peux essayer d'obtenir une récompense ou d'obtenir l'accès au paradis. Peut-être qu'il faut que j'achète avec des indulgences cette reconnaissance-là, mais en tout cas, le futur existe, mais il est une fatalité sur laquelle, moi, être humain, je ne peux rien. À partir du progrès, à partir des Lumières, ce futur, je peux le construire. Nous pouvons le construire. C'est la naissance des idéologies qui ont fait comprendre à tout le monde que nous pouvons construire le futur. Les êtres humains peuvent avoir cette ambition-là de ne pas attendre qu'un Dieu vienne dessiner leur avenir. Ils peuvent eux-mêmes, grâce à leur science, grâce à leur économie, à leur politique, s'organiser pour construire le futur et finalement pour construire le paradis sur Terre. D'accord ? C'est la cristallisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Grave erreur. On s'aperçoit aujourd'hui, je mets la limite, moi, la fin de cette façon de penser, en 1980, on pourra en discuter bien sûr, en 1980, c'est la naissance de ce qu'on a appelé la crise de l'avenir. La crise de l'avenir, c'est le fait que, non, finalement, on ne peut rien construire du tout. On peut améliorer les conditions d'existence, mais on est entré dans une période de clôture de l'avenir. De 1980 à aujourd'hui, on est dans une époque où le futur est devenu complètement obscur, voire dangereux. Le futur, pour mes enfants, est plus dangereux qu'il ne l'était pour mes parents. Vous comprenez ? C'est l'Anthropocène, on en a parlé. De 1980 à aujourd'hui, je distingue de façon arbitraire 3 périodes. 1980 à l'an 2000, c'est la crise de l'avenir.
C'est Christophe Pomian, le premier, qui a utilisé en 1980 ce terme-là, et c'est les très nombreux ouvrages sur la crise de l'avenir. J'ai fait ma thèse là-dessus, donc je vois bien le sujet. On ne parlait pas d'effondrement, on ne parlait pas de fin du monde à cette époque-là. La notion d'effondrement est née dans les années 2000 jusque dans les années 2010. Là, on a commencé à comprendre qu'on avait enclenché des processus qui pouvaient se terminer par des effondrements. C'est la crise climatique qui commençait à devenir consciente. Le mot anthropocène a été inventé en l'an 2000, mais il n'est passé dans la conscience collective qu'à peu près dans les années 2010, et c'est à partir de là qu'on a même pensé au fait qu'on était peut-être en train de construire une fin du monde, en tout cas une fin du monde humain. D'accord ? Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est pour vous mettre sur la longueur d'onde qui pourrait être la bonne, éventuellement, pour concevoir ce que pourrait être une nouvelle cristallisation, aujourd'hui, des aspirations humaines, qui soit cohérente avec ce que l'Anthropocène nous raconte, pour essayer d'opérer une bifurcation ou une métamorphose, moi je l'appelle une cristallisation, de nouveaux paramètres pour une nouvelle civilisation. Et voilà comment ça pourrait se passer. Je vous invite à y réfléchir. C'est évidemment fragile. Ces trois aspirations humaines n'ont pas changé. Ce qui pose problème aujourd'hui avec l'Anthropocène, c'est qu'elles se sont figées. Elles se sont figées jusqu'à nous empêcher de bifurquer, jusqu'à nous empêcher politiquement de prendre les virages qu'on devait prendre. C'est Jean-Pierre Dupuy qui dit « Nous ne croyons pas ce que nous savons ». Est-ce qu'il faut inventer une catastrophe, un catastrophisme éclairé pour nous faire peur, ou en tout cas, comment se fait-il que maintenant tout le monde ait compris que le climat se réchauffe, mais que personne n'est capable de faire en sorte que ça s'arrête? Comment se fait-il qu'on fonce dans des directions dont on voit bien qu'elles n'ont pas d'issue, elles n'ont pas d'issue heureuse en tout cas, elles n'auront pas d'issue facile, elles n'auront pas d'issue progressiste? C'est clair et net maintenant, d'accord? Et bien pour ça, c'est pas en niant les aspirations humaines qu'on pourra... L'évolution, de toute façon, l'évolution est comment dire, on est obligé d'évoluer. Hein. Mais c'est en passant, en métamorphosant, en changeant ces trois aspirations humaines. L'aspiration au savoir nous a conduit à une idéologie de l'innovation jusqu'à la disruption, sans nous poser de questions sur les conséquences des immenses pouvoirs qu'on est en train de déverser à la surface du monde. Eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'on garde cette aspiration-là, mais qu'on franchisse un palier en termes de prise de conscience, en termes de processus de civilisation, en termes de conscientisation, et que cette innovation-là, on sélectionne celle qui est transformatrice dans un sens positif. Il ne s'agit pas de freiner l'innovation, il s'agit de la guider par une conscience supérieure qui serait celle de la vision claire et nette des évolutions qui sont positives et de celles qui sont négatives. Il faut passer d'une aspiration sur ce volet-là, de l'innovation à une aspiration à la transformation, à une politique de la transformation. Hannah Arendt nous a mis sur cette piste-là en nous disant il se pourrait, espèce humaine, que nous ayons définitivement perdu la faculté de comprendre ce que pourtant nous sommes capables de faire. D'accord ? Nos pouvoirs excèdent notre conscience et notre capacité. Eh bien, c'est ça qu'il faut reprendre à la racine et faire en sorte d'organiser des débats démocratiques sur les orientations de l'innovation. Il faut passer d'une culture de l'innovation, voire de la disruption, qui est franchement dangereuse socialement, à une culture de la transformation. Voilà. C'est un gros sujet à lui tout seul. Deuxièmement, la seconde aspiration humaine, qui est celle de la recherche d'abondance. Eh bien, c'est pas forcément qu'il faut viser la décroissance ou la sobriété heureuse, encore que certainement il le faudrait. Mais c'est surtout le fait que ce qui pose problème n'est pas le travail de la nature, ce n'est pas cultiver son jardin qui pose problème, c'est le cultiver de façon disproportionnée avec ses capacités de régénération. Donc nous devons passer sur le volet économique d'une culture de l'exploitation du monde au profit d'une espèce à une culture de la régénération du monde. Et donc nous pouvons exploiter le monde à fond même, si l'on veut, tant que c'est d'une façon qui peut être régénératrice. Vous avez aujourd'hui des auteurs comme Baptiste Morisot, comme Andreas Weber, qui sont très inspirants pour réfléchir dans cette direction-là. Donc il s'agit de sortir de la religion industrielle de Saint-Simon, qui est toujours celle qui est en vigueur dans tous les conseils d'administration que je connais, d'accord, à une économie de la régénération.
Et quand on me pose la question, mais alors monsieur, vous êtes décroissant, vous n'êtes pas décroissant, je réponds toujours la même chose. C'est pas le sujet. Nous sommes en décroissance. Depuis qu'on consomme plus d'une planète par an, depuis les années 1980, le monde est en décroissance. Pour quelques-uns, on peut encore s'enrichir. Mais pour 7 milliards sur les 8 milliards, nous sommes déjà en décroissance. Quand vous avez de moins en moins d'eau et d'air pour vos enfants, vous pouvez magouiller les comptes comme vous voulez, c'est une décroissance. C'est une décroissance, d'accord ? Donc la question, elle n'est pas de savoir si on vise la décroissance ou pas. Elle est de faire en sorte que ce que l'on peut consommer et produire, on peut même le faire davantage, doit être régénérable. Et j'invite à réfléchir, je n'ai pas fini d'y réfléchir, on pourrait remplacer le fameux critère de croissance et de PIB, je pense, l'asseoir sur la notion de biomasse végétale. Ça pourrait être peut-être un socle pour reconstruire des échelles de valeur. Voilà. Et la dernière, la recherche d'autonomie individuelle, elle aussi pose problème. Parce qu'à l'issue des Lumières, on a pensé qu'il suffisait d'accumuler les droits de l'homme, tout en déresponsabilisant l'humain, pour aboutir à une situation très enviable. Mais on le voit, comme Marcel Gaucher le dit, une culture des droits de l'homme, une politique des droits de l'homme ne conduit pas à un vivre ensemble acceptable. On va vers un solipsisme, on va vers une autonomie excessive. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle d'émancipation, je vous invite à réfléchir à la pertinence de ce terme. C'est pas très pertinent. Viser l'émancipation. Viser l'émancipation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'émanciper de quoi? S'émanciper du vivant? S'émanciper des autres? Aboutir au solipsisme? À des monades individuelles? Couper les unes des autres? Je pense que toutes les vertus qu'on attache à ce terme d'émancipation doivent être réfléchies aujourd'hui. À la lumière de la réalité anthropocène, on ne peut plus viser, je crois, ce terme émancipation pose problème. Voir le progrès comme s'extraire du vivant, s'extraire du collectif, pose un problème quand on est 8 milliards pour organiser un vivre ensemble correctement. Donc voilà, j'invite à penser que l'homme augmenté demain n'est pas l'homme qui aura le plus de droits ou le plus d'intelligence artificielle greffée à l'intérieur du cerveau. L'homme augmenté est l'homme responsable. Je pense que l'homme peut viser l'augmentation, la véritable émancipation, par une augmentation de sa responsabilité prospective. Responsabilité prospective. Tous mes bouquins ont un chapitre qui s'intitule Responsabilité prospective. J'ai sûrement pas terminé d'y réfléchir, mais je pense qu'il y a là quelque chose qui pourrait être facteur de création. C'est le socle, si vous voulez, qui pourrait nous permettre de passer d'une foi un peu aveugle et bénette dans le progrès à une stratégie de l'espérance, c'est-à-dire une sorte de processus de civilisation sur lequel on parvient politiquement, scientifiquement, culturellement à franchir une marche en termes d'autocontrôle pour passer outre le cadrage biophysique que nous impose la réalité anthropocène et réenvisager des projets de civilisation qui soient cohérents avec les données biophysiques de l'anthropocène. Voilà, je m'arrête là parce que vous voyez, c'est tout un programme, hein, c'est fragile, tout ce qu'on veut, mais... Donc mon propos va rejoindre celui de Jean-François sur bien des aspects, notamment sur la responsabilité, mais évidemment je vais prendre mon développement en étant assez axé sur la foi chrétienne, sur notre façon de voir les choses comme chrétiens en référence aux évangiles. Bon, ce qui ne surprendra personne évidemment ici. Voilà, alors peut-être reprendre quelques affaires qu'on a balayées cette semaine. Hein. Donc, est-il raisonnable d'espérer une métamorphose? On a vu d'abord avec Xavier Benazet le constat d'une grande accélération dans des domaines multiples. Hein. Vous voyez, les courbes à chaque fois sont exponentielles. Et Jean-François disait, je ne sais pas ce que c'est que l'exponentiel, mais enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est 2, 4, 8, 16, et ça monte très très vite. Hein. Alors, conséquence de la grande accélération, des effondrements plutôt que le collapse. Hein. C'était une insistance de Xavier là-dessus. Et donc pas forcément une simultanéité. Puis alors moi je suis très sensible à la question climatique et je trouve qu'une chose qui m'a aidé à
évolué sur cette question, c'est de voir la consommation en milliers de barils par jour. Vous voyez qu'on est pratiquement à 100 millions de barils par jour. C'est des chiffres que je trouve assez astronomiques. Voilà, 14 millions de tonnes par jour. Et on a de quoi faire avec, si on met les bidons, les barils verticaux les uns contre les autres, on peut faire un tour de la Terre et un tiers. Chaque jour, on brûle tout ça. Ce qui a quand même, inévitablement, au bout de 365 jours, quelques effets possibles. D'une part, en augmentation de température, mais surtout en production de CO2, qui, lui, associé à d'autres gaz, eh bien, ma foi, fait un effet de serre qui engendre une augmentation de la température. Et puis, lié à ça, ma foi, des ressources énergétiques fossiles qui sont menacées, parce que s'il y a 10 ans ou 15 ans, quand on consommait un litre de pétrole, on en trouvait 10, aujourd'hui, c'est le rapport inverse. C'est-à-dire que même si les chiffres qu'on nous donne sont impressionnants, on a découvert un gisement de tant de milliards de barils, eh bien, en fait, compte tenu de la consommation quotidienne, c'est pas énorme. Voilà. Et donc, certains estiment que nos énergies fossiles risquent de se tarir. Et vous voyez que le pétrole, sur lequel notre industrie est fondée, eh bien, bon, on peut multiplier par 2 même. 50 ans, évidemment, c'est la durée, je vais dire, c'est la durée de vie d'un ingénieur. Bon, mais Je peux faire une remarque polémique brève. oui. Je vais être rapide. C'est juste sur l'uranium. Il y a des choses que l'opinion publique a rejetées à l'époque de Superphénix, qui est développée mais sous silence dans certaines centrales américaines. Il y a un projet de génération 4 de réacteurs nucléaires pour reprendre tout l'uranium 238 qu'on sait transformer en fertile, qu'on sait fertiliser. Et là, rien qu'avec ce qu'il y a à La Hague, il y a pour plusieurs milliers d'années d'autonomie énergétique pour la France. Pour la France. Mais on n'ose pas trop y venir, mais un jour ou l'autre, on finira. Il faut espérer que nos techniques nous permettent d'évoluer, mais enfin quand même, le pétrole conditionne beaucoup de nos industries, simplement dans cette pièce, de la moquette et le reste, voilà. Et puis du coup, s'il y a un réchauffement, parce qu'actuellement il y a une inertie thermique, il y a un réchauffement qui avance, bon, il y a un monde qui sera dans certaines zones inhabitable. Alors Xavier Benazet soulignait un phénomène que moi je n'avais pas réalisé, pourtant je suis allé en Afrique, c'est que c'est vrai que quand il fait 38-40 à Douala, c'est difficile mais c'est encore supportable. Quand c'est 40 au Tchad, c'est beaucoup mieux parce que c'est sec, voilà. Mais si jamais on a 45 avec 90% d'humidité, et bien l'homme ne peut plus se refroidir, et donc il meurt. Alors il y a l'inflation de Sapiens dans la biosphère, alors là vous voyez évidemment avec l'échelle, ça devient impressionnant au point de vue augmentation de la population, là c'est moins 10 000, et puis là on arrive à 2000, et vous voyez qu'à partir de moins 200, on a une augmentation vraiment exponentielle, puisqu'on est à 7 milliards et qu'on sera peut-être bientôt à 10. Alors, c'est la phrase qui était citée tout à l'heure de Teilhard, dans le monde l'homme est entré sans bruit, mais il a pris une place absolument décisive avec une croissance exponentielle. Avec la biodiversité qui est menacée, on parle de la 6e extinction, sachant que l'échelle de temps compte beaucoup, puisque c'est une extinction qui se passe en 200, 300 ans, alors que les extinctions précédentes prenaient parfois 1 million d'années ou 500 000 ans, enfin bon, même si un astéroïde pouvait accélérer les processus. Alors, menaces sur la biodiversité, elles sont multiples, les pertes d'habitat ou d'associations et de pollution, espèces invasives, atteintes directes, changements globaux, ça c'est ce qu'avait développé Hervé Brustel,
Et que disait Teilhard en son temps? Que la petite famille des hominidés a déjà atteint une extension équivalente ou même supérieure à celle des plus grandes nappes de vertébrés qui aient jamais occupé la Terre. Du train où elle va, on peut prévoir le jour où toute autre forme d'animaux et même de plantes sera par elle supprimée ou domestiquée. Alors je vous ai mis un petit tableau, là vous voyez que du côté des chiens, là ça se porte très très bien, alors que le nombre de loups diminue considérablement. Du côté des félins, évidemment là on a 600 millions de chats, avec les conséquences, vous savez, sur les oiseaux, par exemple, on l'évoquait l'autre jour. Là, du côté des bovidés, on a 1,5 milliard, il reste 900 000 buffles. Et du côté des oiseaux, on a 50 millions de... Je ne sais plus si c'est les pingouins, enfin bref, mais on a 20 milliards de poulets, quoi. Voilà. Et donc, à la fin, on se demande s'il ne restera pas que ce qu'on élève nous-mêmes, quoi. Voilà. Et puis, avec Javier Scheiner, on avait vu que les écosystèmes, forcément, sont subventionnés en énergie. C'est-à-dire que pour maintenir la Terre en état de production, il faut forcément des apports de phosphate ou d'autres choses. Voilà, c'est pas en tout cas dans le système de culture actuel. Voilà. Donc, épuisement de la biodiversité, conséquences sur l'humanité, là c'était avec Joel White. Notre microbiote, notre biodiversité intérieure s'appauvrit dans les pays développés. Il comparait, il nous donnait des courbes de comparaison entre le microbiote dans une population des USA et celle du Venezuela, sachant que ça a des conséquences, c'est-à-dire qu'on devient plus vulnérable parce qu'on a une vulnérabilité des intestins et qu'on peut à ce moment-là subir plus facilement un certain nombre d'épidémies. Alors face à ces menaces, à tous ces constats, est-il raisonnable d'espérer? Qu'est-ce que la perspective phénoménologique de Teilhard-Chardin peut nous apporter? Bon, moi je crois que c'est une toile de fond qui est intéressante parce qu'elle nous... Alors évidemment, il faut la situer à l'échelle de l'univers et de l'évolution. Mais je trouve que le Teilhard, moi ce qui m'a toujours séduit chez Teilhard, c'est le fait qu'il nous montre que depuis la première seconde de l'univers, les éléments constitutifs, la soupe primitive est constituée d'éléments qui sont faits pour s'assembler dans le temps. Il y a une flèche du temps là, voilà. Et on voit apparaître, après avoir vu apparaître les noyaux, qui sont déjà des choses composées, on voit apparaître les atomes. Et puis on voit apparaître les molécules, puis ensuite des molécules extrêmement complexes avec l'ADN, l'ARN et toutes ces affaires-là. Et puis, toujours par association, c'est toujours un processus d'association d'éléments homologues, on voit apparaître les cellules, le pluricellulaire, et finalement on voit apparaître un organisme un peu particulier qui, ma foi, est l'homme qui est capable de réfléchir, de penser, de savoir qu'il sait et de développer une curiosité qui est absolument étonnante, qui s'oriente vers l'infiniment petit, vers l'infiniment grand, vers l'infiniment complexe, quoi. Donc on a des degrés de complexification qui sont successifs. Bon là j'en ai mis 7, mais on peut peut-être en repérer plus, qui font qu'il y a une montée progressive vers une conscience et une intelligence toujours plus grande, quoi. C'est la loi de complexification-conscience que Teilhard a développée. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous voyez que finalement, cette intelligence-là, elle était finalement dans la logique structurelle de la matière qui était au commencement, quoi. Les mêmes lois physiques régissent le Big Bang et l'homme. C'est les mêmes lois physiques. Et ce qui fait dire que pour Teilhard, il y a un sens de l'évolution. Un sens de l'évolution qui est du côté de la montée de la conscience et de l'intelligence, et à chaque fois une montée qui se fait par union. Alors tout ça, c'est à partir d'une boîte de Lego, qui est le tableau de Mendeleïev, les éléments simples. C'est assez impressionnant, et avec une boîte de Lego, on peut s'amuser à faire des constructions diverses. Eh bien, avec la boîte de Lego, la nature a produit des molécules ayant des propriétés assez étonnantes par rapport aux composés élémentaires qui les constituent.
Ça c'était je crois en 2003, le laboratoire de bioinformatique de Cambridge a mis sur de l'ADN, a stocké un certain nombre d'informations. Vous voyez, là on a stocké sur de l'ADN artificiel en format MP3, le discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Et puis on a mis un fichier texte des sonnets de Shakespeare, parce que c'est des anglo-saxons. Et puis on a mis aussi un article, un PDF, le premier article sur la structure en double hélice de l'ADN. Donc on tombe sur des propriétés qui étaient potentiellement déjà là dans les assemblages inférieurs, quoi, mais qui sont étonnantes. On va d'étonnement en étonnement à chaque fois que la complexité augmente. Et tout ça monte vers la conscience et l'intelligence. Alors, du coup, Teilhard dit, finalement, tout tient par en haut, parce que ce qui advient était en fait déjà contenu au commencement, mais on voit bien que finalement, c'est cette aspiration, cette attraction quoi, de la complexité conscience qui finalement semble la loi de l'univers. Et puis, il note que l'évolution avance pour ne jamais reculer. Alors il dit tout ça est traversé par un principe, on l'a déjà cité plusieurs fois, c'est le principe de l'union créatrice qui ne font pas entre eux les termes qu'elle groupe. Alors il cite là quelque chose qui est assez, évidemment, qui répond à une expérience personnelle. La béatitude qu'elle apporte ne consiste-t-elle pas précisément à devenir un avec l'autre en demeurant soi? Mais c'est vrai pour, mettons, une molécule d'eau. Une molécule d'eau, l'oxygène reste l'oxygène, l'hydrogène reste l'hydrogène, mais l'assemblage donne une molécule qui a des propriétés infiniment différentes de l'hydrogène séparé et de l'oxygène pris séparément. Donc il ajoute, l'union créatrice conserve les termes, elle les achève même, comme nous le voyons dans les corps vivants où les cellules sont d'autant plus spécialisées qu'elles appartiennent à un être plus élevé dans la série animale. Il faudrait ajouter, ce qui était dit aussi, c'est que plus on monte dans la chaîne, plus les organismes ont des capacités étonnantes, mais en même temps, plus ils sont fragiles. Les bactéries, nous survivrons, même si nous, on disparaît à cause du réchauffement climatique. Alors, l'homme, du coup, on constate que quand même si la question n'est pas... Tout le monde ne partage pas ce point de vue, moi je trouve que l'homme, en tout cas, présente des propriétés qui sont assez singulières. Le dépassement, au fond, un dépassement infime d'un seuil sur le plan biologique a entraîné un changement complet d'horizon. Là, on voit une spécialiste des chimpanzés et des bonobos. Eh bien, ma foi, le langage permet à l'homme de parler des heures durant des bonobos, mais on n'a jamais vu les bonobos se réunir pour parler de l'homme. Je me souviens d'une émission de télé où on disait quelle différence entre le bonobo et l'homme. Ils en ont parlé pendant 2 heures. Et le dernier à parler, c'était Gustave Martelet, qui a dit moi je trouve que la différence est claire et simple. C'est qu'on est ici depuis 2 heures à parler des bonobos, on n'a jamais vu les bonobos se réunir pour parler de l'homme. Voilà. Sachant que cette chercheuse, elle a franchi des milliers de kilomètres pour aller voir, pour s'intéresser aux bonobos et essayer de comprendre leur langage et établir une relation avec eux. Donc l'homme est le seul à avoir un système de connaissances qui lui permet de combiner ses connaissances avec celles des autres membres de l'espèce, antérieurs ou contemporains. On sédimente les savoirs, avoir la capacité à former une communauté de pensée où chaque élément peut choisir de s'adresser à tous les autres ou à quelques-uns. Et puis, à pouvoir objectiver les éléments de ses choix que d'autres peuvent critiquer avec raison et librement. Donc ça donne à l'homme, en l'état actuel de ses connaissances, une place, à mon avis, unique, une responsabilité particulière. On tombe sur ce que disait Jean-François, la question de la responsabilité. Le bonobo n'est pas responsable des arbres dont il mange les feuilles, tandis que nous, on a une responsabilité parce on a une conscience qui nous permet et une intelligence qui donne une compréhension des actes que l'on pose et des répercussions qu'ils engendrent.
Alors, une place unique en tant que créateur. Jean Stone, évidemment, nous a fait miroiter des tas de progrès. Hein, on a le registre du progrès, avec des sciences et des techniques, des expressions artistiques de toutes sortes, des sagesses, des métaphysiques. Et la technique et les sciences peuvent nous laisser espérer un avenir extraordinaire, et nombre de réalisations contemporaines nous le montrent. Le téléphone portable, hein, il évoquait ça, qui a révolutionné les échanges interpersonnels avec n'importe quel... Moi, je me souviens quand j'étais au Monnier d'étudiants pour mettre en place un voyage avec des étudiants au Burkina Faso, il fallait que je réfléchisse bien parce que je n'avais pas droit à plus de 4 courriers dans l'année. Hein, parce que le temps que la lettre parte, le temps qu'elle arrive, que ça soit distribué, que l'autre réagisse, que ça revienne, vous voyez, avec dans certains coins un avion par semaine, au mieux. Bon, donc voilà. Alors que maintenant, vous envoyez un mail, vous prenez votre téléphone et vous avez la personne immédiatement. Et même s'il est perdu dans le désert. Hein, bon, avec la biologie moléculaire qui est en train de révolutionner la médecine. Alors, Jean Stone nous disait qu'il mangeait des steaks fabriqués à partir de cellules souches. Voilà, et les sources d'énergie qui se diversifient, la conquête spatiale qui ouvre sur l'infini, avec Elon Musk qui est très heureux de faire des fusées comme Tintin. Enfin, bon. Mais pour l'heure, ce déploiement exponentiel menace tous les équilibres naturels, et on envisage raisonnablement des effondrements. Il y a une grande inquiétude pour le court terme. Maintenant, face à ces inquiétudes, moi je me dis que les crises, pour prendre ce terme-là, eh bien, on en a eu par le passé, on a eu des crises successives. Je me souviens être intervenu dans une conférence débat avec des musulmans, avec Tarek Oubrou à Bordeaux. C'était chrétiens et musulmans face à la crise. Et moi, je développais que finalement, si on regarde le récit biblique, l'histoire sainte est une succession de crises. Avec l'Exode, avec l'exil, avec la chute de Jérusalem, avec... si on rentre dans le détail, ça n'arrête pas, quoi. Et puis, on a plus récemment connu les guerres, les dictatures du XXe siècle avec leurs millions de morts, qui nous disent quoi? Que la racine de tout ça, c'est toujours une logique de violence. Et le principe qui est souvent mis en œuvre par les hommes, de la domination par la force, et qui engendre autant d'apocalypses qui sont, au sens étymologique du terme, des dévoilements. La guerre de 40 nous a dévoilé les aberrations du racisme, du national-socialisme. Le stalinisme nous a révélé que, ma foi, ce paradis du progrès pouvait être redoutable, pouvait s'établir au mépris de l'homme. Les choses se dévoilent aussi dans l'histoire. Alors, comment on est sorti de ces cataclysmes? Je trouve que c'est intéressant. Moi, je suis très sensible, évidemment, à la réconciliation franco-allemande, parce que j'ai une partie de ma famille qui est en Allemagne. Eh bien, on est sorti de ces cataclysmes par l'Union, avec l'Union européenne, avec des hommes qui ont pris des décisions, des personnes qui ont pris des décisions qui ont changé la figure du monde, quoi, hein. Et pour eux, ils avaient bien le sentiment de sortir d'une apocalypse. Et vous savez que le drapeau européen, il a 12 étoiles, et que sur un fond bleu qui est le bleu de la Vierge, et que il a été choisi comme ça, non pas parce que c'est 3 x 4, vous savez, avec ce symbolisme-là, non. Celui qui a créé ce drapeau avait en tête le couronnement de la Vierge, et donc un triomphe de force, finalement, de paix, quoi. Voilà, et puis la création de grands organismes internationaux, et on peut se demander si on ne pourrait pas espérer une gouvernance mondiale. Donc il me semble que les leçons de l'histoire nous disent que les crises peuvent être révélatrices et nous aider à tirer des leçons et à envisager l'avenir, hein. Ça me semble important.
et puis que, pour sortir de ces crises, le mécanisme d'union créatrice de Teilhard est quand même un principe qui est un axe de réflexion important. Je trouve aussi que, c'est peut-être une leçon, mais je trouve que dans toutes ces transformations et dans toutes ces crises, la nature joue un rôle régulateur. Alors, dès l'origine, les limites imposées par la nature ont été perçues comme pédagogiques. Hein. Vous savez, voilà, tu peux manger tous les champignons, mais celui qui est rouge, qui a un point blanc, tu n'en mangeras pas. Eh bien, ma foi, il y a une limite qui est posée. Voilà, celui qui aime les champignons, il faut qu'il écoute ce que les autres en disent, le pharmacien en dit, Internet en dit, et que, du coup, cette limite imposée par la nature l'ouvre aux autres et à la parole des autres. Oui, plus on veut jouir de la nature, aller sur la Lune ou sur Mars, ben, il faut écouter ce que d'autres hommes en disent et sédimenter tous les savoirs passés. C'est le principe de la science. Et aujourd'hui, la nature vient mettre un frein, je crois, à notre volonté de toute puissance égocentrique, à notre hubris. Elle nous contraint à revoir les principes qui fondent notre existence, en tout cas notre vie en société. Voilà. Le principe d'union sans confusion des éléments homologues chers à Teilhard peut nous aider à percevoir les directions de l'avenir. Alors, est-ce qu'on va vers un 7e degré de complexité? Est-ce que l'humanité peut former un nouvel organisme et échapper au collapse? Alors, quel type, au fond, c'est là que je voudrais aborder quelque chose de particulier, quel type de liaison entre les humains? Par l'information, par les idées, l'esprit, la noogénèse. Quel type de liaison? Alors moi, je voudrais développer un point de vue très élémentaire. L'homme a une responsabilité particulière, ça c'est sûr. Il a décidé à prendre des options pour son avenir. Hein. À partir de l'homme, tout à fait clairement, la complexification cosmique prend la forme, non plus seulement d'un arrangement trouvé fortuitement par effet de grand nombre, ça c'est Teilhard qui le dit, mais ultimement, dans ses portions les plus vives, d'un self-arrangement plané. C'est-à-dire que l'homme, compte tenu de son intelligence et de sa responsabilité, il est à même de prendre des décisions qui planifient son avenir et qui organisent les choses. Mais quel type de liaison? Comment faire corps pour que ce 7e degré de complexification se réalise? Ben moi, je crois qu'il est important qu'on sorte de l'individualisme et que l'on passe à la notion de personne. On est des êtres en relation. Hein, Jean-François, personne n'existe tout seul. Et il y a un décentrement qui est nécessaire, se recevoir des autres, accueillir l'autre dans sa singularité. Et dans la relation, du coup, laisser la place à l'altérité, c'est-à-dire que l'autre peut toujours apporter quelque chose d'inattendu qu'on n'a pas imaginé, qu'on n'a pas modélisé. Et puis, deuxième élément, troisième, non pas dominer, mais servir et puis refuser la violence. Refuser en tout cas la destruction de l'autre, quoi. Parce que c'est nier évidemment son altérité et c'est nier son existence et c'est forcément un appauvrissement de la vie. Alors pour qu'un corps se constitue, je crois qu'il faut aussi un ADN commun ou une ADN commune, je sais pas bien, un esprit commun. Et je pense qu'il est important de mettre la fraternité en premier dans notre trilogie républicaine, car si on met aujourd'hui la liberté en premier, ce qui est évidemment correspond à une époque, hein, qui est celui de l'émancipation et du siècle des Lumières, il est possible, si on met la liberté en premier, il est possible d'en rester à l'affirmation de soi, ce qui, ma foi, engendre l'individualisme et ce qui finit par empêcher la démocratie. Parce que je crois que la démocratie ne peut exister que si on donne de la place à l'opinion de l'autre. C'est-à-dire qu'on finit par accepter, à la suite d'un vote, que celui qui gouverne n'est pas celui pour qui j'ai voté. Donc ça veut dire que j'estime que
les opinions des autres peuvent avoir un poids qui fait que mon opinion est mise en retrait. Alors autrement dit, je crois que de ce côté-là, on est appelé à sortir de l'adolescence par le haut. La philosophie des Lumières représente une accession à l'autonomie de la raison, mais c'est encore une adolescence de la raison. Et l'enjeu, donc, n'est pas de tuer le père, mais de vivre en alter ego avec lui. Bon, là, il peut y avoir des évocations diverses. Alors, Xavier évoquait ceci, il s'agit donc de discerner et de décider pour bien vivre ensemble. Vivre bien avec et pour les autres dans l'anthropocène. Donc ça suppose aussi, pour qu'il y ait un vivre ensemble, qu'il y ait une justice. Jean-François dit l'égalité, ça n'existe pas. Enfin, on ne peut pas faire croire que sur la planète, l'égalité existe. De fait, elle est certainement à construire. Et on voit bien aussi que là encore, les inégalités empêchent l'homme de prendre les mesures qui sont nécessaires pour affronter les effondrements. On ne peut pas demander aux gens de faire des efforts, ça c'était il y a 6-7 ans là, hein, il fallait faire un effort, mais seulement tout de suite la réaction en face, c'est de dire écoutez, vous nous demandez un effort, vous demandez un effort à 80% de la population, mais il y en a 2% qui détiennent, ou 10% qui détiennent 90% de la fortune, quoi. Et donc ils disent, attendez, commencez par prendre l'argent là où il se trouve. Et on voit bien qu'avec ce système-là, on ne peut pas avancer. Donc il y a une condition pour avancer qui est de pratiquer ou d'essayer de favoriser une justice et de limiter les inégalités, au moins, quoi. Moi j'ai connu un patron à Saint-Étienne qui avait fondé une belle entreprise, hein, parti de 1, ils sont arrivés à 1400, donc quand même une bonne réussite industrielle. Alors il avait, après à la retraite, écrit chaque année un petit bouquin, il avait gardé une secrétaire, et il disait, pour que ça tienne, il ne faut pas que le salaire du patron soit 7 fois plus élevé que celui de l'employé. Bon, j'imagine que dans un certain nombre de groupes, on est très loin du compte. Et il avait fondé un directoire, enfin bref, pour qu'il y ait une implication de chacun. Et en même temps, on peut dire que c'est ce système-là qui avait permis sa réussite industrielle. Et puis, pour bien vivre ensemble, ça veut dire aussi essayer de repérer ce qui est désirable. Hein. C'est-à-dire, c'est pas le tout de dire il faut pas ceci parce que ma foi ça va s'effondrer. Il faut qu'il y ait une motivation qui soit intéressante et positive. Hein. Je sais, moi en tout cas, dans les établissements scolaires où j'ai traîné, il faut proposer quelque chose qui soit désirable sur le plan humain. Hein. Alors, il se peut que mettre en œuvre un certain nombre de choses, du côté de la justice, du côté de la reconnaissance d'une fraternité, que sais-je, que tout ça ne suffise pas pour éviter les effondrements. D'autant que, là Jean-François le disait dans sa première conférence, les entreprises dans leur conseil d'administration pensent sur du court terme, et pensent qu'il faut pour survivre forcément être meilleur que le concurrent. Et donc ça engendre une course qui est une course indéfinie dont on ne sait pas bien comment on pourrait sortir. Mais on voit bien que le principe qui est peut-être positif dans une société de pénurie, parce qu'il y a une émulation et à ce moment-là, la compétition est au service de tous ceux qui manquent de quelque chose. Quand on est dans une société d'abondance où on ne sait plus ce qu'il faut inventer, l'innovation, on innove, mais on ne sait plus bien pourquoi, pour un gain d'humanité qui peut être à peu près négligeable, eh bien, le principe de compétition, il devient un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on devient esclave de simplement la rivalité avec les autres entreprises. Donc, il faudrait, je pense, que pour sortir d'un système qui va vers l'effondrement ou des effondrements, eh bien, je crois qu'il faut arriver à inverser les processus de compétition. C'est-à-dire passer de la compétition à la coopération, à la collaboration, et ce qui se fait déjà dans les microcosmes, mais qu'il faudrait arriver à mettre en place sur le plan des sociétés. Alors ce que je trouve intéressant, parce que moi je suis relativement pessimiste, on va dire,
je crois qu'on va effectivement avoir à vivre un certain nombre d'effondrements et donc on va vivre des conflits, on va vivre, vous voyez, tous les problèmes d'immigration. Si les personnes qui sont à l'équateur ne peuvent plus vivre, ben forcément ils vont se déplacer. Alors déjà aujourd'hui on râle pour 200 000 immigrés par an ou 400 000, mais quand vous avez plusieurs millions dizaines de millions de personnes qui se déplacent, là, ça sera autre chose. Et puis, que si les terres du Bangladesh sont rognées par la mer à cause de la montée des eaux, eh bien, ça sera encore quelques dizaines de millions qui vont se déplacer. Bon, et donc, il y aura ensuite les recherches de ressources diverses. Bref, il se peut qu'il y ait des violences assez considérables qui arrivent. Mais je trouve que les récits, justement, évangéliques sont intéressants parce que le Christ propose un type de vie qui est évidemment assez aux antipodes des puissants de ce monde. J'ai beaucoup travaillé la demande des fils de Zébédée. Vous savez, ils montent à Jérusalem pour ils pensent que les disciples qui vont prendre le pouvoir et réclament d'avoir les premières places. Autrement dit, ils restent tout à fait dans le système. Il s'agit d'avoir les meilleures places. Et le Christ leur dit, mais là, vous n'y êtes pas du tout, quoi. Si vous voulez être grand, faites-vous serviteur. Si vous voulez être le premier, faites-vous l'esclave de tous. Et il dit, moi, je suis venu pour servir. Et donc, un principe de relation à l'autre qui est fondamentalement différent de ceux qui pensent qu'ils obtiendront la reconnaissance en étant plus riches que les autres. C'est le principe de la société de consommation, c'est-à-dire qu'on achète pour avoir le dernier téléphone, pour être meilleur que le voisin, quoi. Parce que si on n'a pas le dernier cri, on n'est rien, quoi. On n'est rien. Bon. Et ça mène nulle part. Je me souviens d'une émission où on voyait un fabricant de yachts qui était interviewé. Et on lui disait, mais comment vous faites pour vendre un yacht à quelqu'un qui a déjà un yacht qui fait 50 mètres de long ou 70 mètres de long? Il lui dit, c'est très simple. Réponse du fabricant. Eh bien, vous mettez dans le port le dernier modèle qui est un peu plus haut. Et donc, il vend son ancien modèle, il achète le nouveau. Oui, c'est tout. Okay. Et donc, on cherche un besoin de reconnaissance, mais ce besoin de reconnaissance s'exerce dans un registre où il ne pourra jamais être satisfait parce qu'il y aura toujours un plus riche qu'on va vouloir devancer. Alors, je trouve que les discours apocalyptiques, eschatologiques, qui sont dans les évangiles, sont intéressants à entendre parce qu'ils se situent juste avant que le Christ vive la passion. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il va être tué, et pourtant, ça ne l'empêche pas d'espérer. Et puis, ma foi, il enseigne ça à ses disciples, c'est-à-dire qu'il leur dit, ça ne va pas être la prise de pouvoir et la gloire. Voilà, il va y avoir des guerres, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des tsunamis, il va y avoir tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une description de cataclysmes qui sont connus, mais qui risquent de s'accélérer. Au fond, on est un peu dans cette situation-là. Des inondations, des choses comme ça, des incendies, des trucs qui ravagent, on en connaît, mais ça risque de s'accélérer. Alors, la deuxième partie du discours, chez Marc, il y a d'une part ce rappel des guerres, des cataclysmes, des tremblements de terre, des choses comme ça. Et puis, il y a après un discours qui est plus de type apocalyptique, c'est-à-dire c'est des affrontements des forces spirituelles dans le ciel. Le ciel, les étoiles passeront, etc. Bon. Et ça, c'est dans un symbolisme classique dans la Bible, c'est-à-dire qu'on évoque moins des phénomènes historiques précis, mais que c'est des affrontements du ciel, c'est-à-dire des principes, quoi, en quelque sorte. L'affrontement des puissances du ciel, quoi. Mais je crois que la résurrection, vient nous dire que les attitudes humaines porteuses de l'avenir, de notre humanité, vous avez les béatitudes, on peut prendre le serment sur la montagne, tout ça. Vous voyez, face à la violence romaine, si vous dites « heureux les doux, ils posséderont la terre », sachant que la terre a toujours été possédée par les violents, en gros. Enfin, bon, vous voyez que vous êtes dans une proposition alternative assez radicale. Si on vous dit heureux les assoiffés de justice dans un système où les plus pauvres étaient
finalement contraints à cause des impôts à se vendre comme esclaves, ce qui était à peu près le cas d'un certain nombre de paysans à l'époque du Christ, eh bien vous voyez, il propose une attitude humaine, avec le service aussi, hein. Il propose une attitude humaine qui n'est pas un programme de réussite immédiate, on peut dire. Hein, mais je crois que, et il le fait, il propose ce programme en toute conscience, quoi, je crois. Mais il propose finalement de choisir un mode de vie ou une attitude humaine sur laquelle il mise lui-même et qui lui semble porteur d'avenir, quoi. Voilà, pour sortir de la compétition, de la concurrence et de la loi du plus fort, quoi. Voilà, même si donc ces valeurs n'ont pas de portée, enfin de succès immédiat, voire même si elles sont raisonnablement perdantes à court terme, eh bien je crois que la résurrection vient nous dire qu'elles sont porteuses, ces valeurs d'éternité. Alors c'est pas pour nous projeter dans un ailleurs, un ciel, comme parfois on l'a fait, enfin bon, en disant je souffre maintenant, mais ça sera bien plus tard, ça sera parfait dans l'autre monde. Non, je crois que c'est cette espérance qui est donnée par la résurrection, elle féconde notre monde ici et maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que la résurrection du Christ a donné à ses disciples la force, le courage de mettre en œuvre ces valeurs, alors même qu'ils allaient rencontrer des adversités et vivre peut-être des effondrements, quoi. Donc la résurrection du Christ, je crois qu'elle nous dit ce sur quoi on peut miser, qui est porteur d'une vie durable, enfin, ou une vie éternelle. Ouais, voilà. Donc le Christ ne promet pas une réussite immédiate, mais il nous invite à construire ici et maintenant un monde fondé sur des valeurs qui sont porteuses d'avenir. Alors je reviens un peu sur Teilhard, c'est-à-dire que dans ce système-là, bien, chacun essaye de se mettre au service de l'autre, une attention à l'autre, dans une relation marquée par l'altérité, etc. Donc il y a une amorisation qui se crée, quoi. Mais ce respect, cette attitude humaine, évidemment, elle est par rapport aux autres, par rapport aux prochains, mais c'est une attitude, donc elle ne se saucissonne pas, quoi. Et c'est aussi la même attitude dans le rapport à la nature, dans le rapport aux choses. Donc, Teilhard dit qu'il y a une amorisation de l'univers. Alors, c'est un néologisme, hein, le terme d'amorisation. Mais vous voyez, c'est une transformation de l'attitude de l'homme par rapport à son environnement, social ou naturel. Alors, autrement dit, pour moi, toutes les initiatives qui vont dans ce sens doivent être développées et soutenues, et elles ne manquent pas aujourd'hui. Alors, il se peut qu'elles rencontrent une adversité, hein, mais je crois que de toute façon, c'est celles-là qui sont porteuses d'avenir et qui pourront traverser les effondrements. Voilà. Merci de votre attention.